Donc après tous ces témoignages très concrets, je vais repartir dans des sphères un peu plus abstraites. J'espère que je ne vais pas vous perdre. On va essayer de prendre du recul sur tout ça et de la hauteur. Donc ma mission aujourd'hui était de répondre à cette question: qu'attendent des filières et des centres de référence maladies rares, donc les CRMR. Moi, je suis chef de projet de la filière Neurosphinx, je me suis présentée tout à l'heure, donc la filière qui coordonne entre autres le centre de référence CEMAVEM. Oui. Petit historique pour vous expliquer d'où on vient. Donc, en France, les maladies rares sont structurées par 3 plans de santé publique. Un premier plan qui est apparu en 2004 sous l'impulsion des associations, il faut le rappeler. Et ce plan a eu l'objectif de donner un enjeu, enfin de rendre les maladies rares comme enjeu de santé publique, et puis de labelliser des centres experts. Alors voilà, on avait au début 130 centres experts, et puis qui recevaient donc un financement, et puis 501 centres de compétences, mais c'était encore assez flou. Au bout donc de 4 ans de plan et prolongé, on s'est rendu compte que voilà, c'était un peu le fouillis. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans le deuxième plan? On a structuré des filières de santé, donc par atteinte, par organe, pour coordonner tous ces centres de référence et ces centres de compétences. Ce plan s'est terminé cet été. Vous voyez, à chaque fois, il y a un gap, mais on essaie de le rattraper par une relabellisation de ce premier réseau, une remise à plat complète du réseau. Ça a été un énorme travail pour les centres, pour aboutir finalement à 387 centres de référence, donc des centres qui reçoivent un financement public, qui sont dans les hôpitaux, et un réseau vous voyez, très conséquent de plus de 1800 centres de compétences, qui eux sont des relais davantage de proximité et qui ne reçoivent pas de financement. Je vous le dis parce que ça a une importance dans la structuration. Et l'été dernier, on a eu la chance de voir émerger un troisième plan. On a eu peur qu'il n'arrive pas, mais il est arrivé. Un troisième plan avec des axes. Un des axes principaux était de donner un diagnostic pour tous, puisqu'aujourd'hui, dans les maladies rares, il y a la moitié des malades qui n'ont pas de diagnostic, donc c'est une vraie problématique. Améliorer la qualité de vie et l'autonomie, innover pour traiter, la communication et moderniser les organisations et optimiser les financements nationaux. On voit qu'à chaque fois, il y a quand même une évolution. On est parti de rien, et puis aujourd'hui, on a beaucoup de choses, mais il faut organiser tout ça. Voilà, je vous présente les 23 filières de santé. Alors nous, Neurosphinx, on est là, c'est par ordre alphabétique. Donc toutes par atteinte d'organes ou par type. Nous, on n'est plus sur des symptômes à Neurosphinx, puisqu'on s'occupe de l'incontinence d'origine rare. Voilà, pour vous donner un exemple, la filière tête-cou dont M. Hafner parlait tout à l'heure, est sur les têtes, cou et dents. Ce sont nos voisins du dessous, à Necker. La filière FAI2R sur les maladies auto-immunes et la rhumato. Enfin, voilà, chaque filière recouvre un champ différent de maladies. Et toutes les maladies rares sont représentées. On a tous un socle, toutes les filières ont un socle commun. On est hébergé dans les hôpitaux publics. Ça, c'est important aussi, puisque ça détermine un certain nombre de choses dans notre activité. On est hébergé dans les hôpitaux publics avec une équipe projet dédiée, c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne fait que de la coordination. On n'est pas dans les soins. Voilà, on a un animateur qui est le docteur Célia Crétol, qui était bénévole pour le coup, oui. Qui fait ça en plus de son temps médical, un ou une chef de projet, et puis une équipe de chargés de mission plus ou moins conséquente selon les filières, ça dépend. Avec soit des thématiques, ou bien ils sont en transversal. Et puis, une filière, ça coordonne tout un tas d'acteurs, donc un réseau de centres de référence, je l'ai dit tout à l'heure, des laboratoires de recherche. Pour la filière Neurosphinx, c'est moins le cas, mais il y a des filières pour qui c'est très grosse partie de leur activité, des associations de patients évidemment, des partenaires institutionnels nationaux et locaux, que ce soit des établissements médico-sociaux, que ce soit des maladies rares infoservices, l'Alliance maladies rares, un certain nombre de partenaires comme ça.
Vous les avez tous là sur le côté, voilà, les patients, les plateformes maladies rares, les professionnels de santé de ville, voilà, tout un tas d'acteurs sur à chaque fois notre champ évidemment de maladies. Comment est-ce qu'on est réparti sur le territoire? Vous voyez, donc il y a 11 filières qui sont hébergées dans des hôpitaux de la région parisienne, que des hôpitaux de la PHP. Et puis ensuite, voilà, c'est réparti sur le territoire, des filières à Lyon, à Marseille. On essaie d'avoir une répartition, disons, équitable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on anime des réseaux. Donc l'endroit, le lieu d'où on est coordonné, finalement, compte pas tant que ça. L'important, c'est de voir que derrière, on a tout un tas de réseaux et que la couverture nationale, on essaie, est plutôt bonne. Alors, nos missions, puisque ça peut vous paraître un petit peu abstrait tout ça. Les missions des centres de référence d'abord. Et vous allez voir que de là, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut attendre d'un centre de référence. Un centre de référence, donc, qui se situe au niveau des sites hospitaliers et il est en proximité directe avec les malades puisqu'il reçoit des malades, il soigne des patients. Alors, il fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le centre de référence CEMAVEM qui a organisé cette journée, il coordonne son réseau, il prend en charge des patients, donc c'est le recours. Il a une mission d'expertise puisqu'en fait il doit élaborer des guidelines ou des PNDS, c'est des protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui sont en fait des textes qui font foi, qui sont publiés sur le site de la HAS et qui disent voilà, aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si je vois Andrea ou pas dans la salle, je sais que le centre de Rennes a par exemple dit une prise en charge en MPR chez un patient spina bifida adulte, elle est comme ça. Voilà. Et il faut derrière que cette expertise elle soit diffusée. Évidemment une mission d'enseignement et de formation et une mission de recherche qui est très importante. Nous les filières on vient comme un champignon chapeauter tout ça. Nous, on a 3 grandes missions. Améliorer la prise en charge des personnes malades, favoriser le continuum entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle et clinique. Et là, je dois dire, pour être honnête avec vous, que c'est une difficulté qu'on a, puisqu'on n'est pas des centres de recherche, et notre financement, normalement, n'est pas dédié à ça, donc c'est difficile de travailler sur ce sujet. Et puis, développer l'enseignement, l'information, la formation. Et nous, on se situe à un autre niveau. On n'est pas en proximité avec les malades directement, on n'en rencontre pas, mais on est beaucoup en lien avec eux, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on se situe plus à un niveau national, et puis on se situe au-delà des malades, c'est-à-dire qu'on dialogue avec les tutelles, le ministère de la Santé, on dialogue avec toutes les structures des maladies rares en France. Et comment on fait ça? En fait, on crée des synergies. Notre réseau, on le connaît très bien. Et on sait, quand un tel nous parle de quelque chose, que ça fait résonner quelque chose avec une autre personne qu'on va connaître dans le réseau. Et on va dire, ah oui, là, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose, on va peut-être vous mettre en lien. Pourquoi? Parce que même si ce sont des maladies rares, eh ben, les gens sont dans leur activité, ils sont dans leur quotidien, et c'est parfois difficile de prendre du recul. Et nous, on a ce recul-là sur le réseau, puisqu'on parle, on envoie des mails, on organise des journées. Des fois, on rate des choses, mais on est là aussi aujourd'hui, par exemple, pour apprendre de nouvelles choses et pour mettre en lien toujours plus de personnes. Alors peut-être un petit encart sur notre travail avec les associations, mais c'est aussi pour savoir ce qu'on peut attendre des filières. Nous, à Neurosphinx, on trouve que le travail avec les associations est très enrichissant. Donc de leur côté, ils nous aident à constituer des réseaux, que ce soit des réseaux de paramédicaux, par exemple, de proximité. Oui, on ne sait pas quelle infirmière peut venir faire un sondage toutes les 3 heures à l'école. Oui, c'est pas évident, donc ils nous aident, il nous faut remonter des informations du terrain. Pareil pour les réseaux de transition adolescents-adultes, nous, quand on a une difficulté sur une ville, qu'est-ce que je fais? J'écris au pédiatre d'un côté, est-ce que vous connaissez des correspondants adultes? Et puis j'écris aussi aux associations de patients. Pourquoi? Parce que les associations de patients, elles ont l'expérience. Ces médecins, elles ont peut-être vu. Elle peut peut-être nous dire, là, attention, en fait, moi, on m'a orienté vers cette personne-là, mais cette personne-là, en fait, les maladies rares, ça la gonfle un peu, elle n'a pas vraiment le temps. Et donc, voilà, on fait des ponts comme ça. Évidemment, un énorme relais de communication pour nous. On est présent sur les réseaux sociaux, sur des journées thématiques aussi, la Journée internationale des maladies rares. Pour nous, c'est
une chance énorme d'avoir les associations. Dans le cas des programmes d'éducation thérapeutique, on peut les faire appel aux associations pour devenir patients experts. Et puis évidemment, la participation à la recherche clinique. Ça, c'est des relais importants aussi. Et puis, nous, ce qu'on leur apporte aussi aux associations, c'est peut-être une simplification des échanges. Dans tout ce foisonnement d'informations, chaque année, on essaie de faire une journée des associations de la filière. Voilà, on reporte tout. On leur donne une information à jour, une information claire. Il y a moins d'interlocuteurs, c'est plus lisible. Voilà, améliorer la lisibilité du réseau aussi. Quand on nous écrit, on peut dire, ben voilà, dans tel endroit, vous pouvez faire appel à telle personne. Et puis après, c'est jamais aussi formalisé que ça. On est très proche de nos associations, on est sur des pathologies parfois très rares, je pense à l'extrophie vésicale. Bon, bah, moi, j'écris à la présidente de l'association, j'ai une question à lui poser, elle me répond tout de suite. C'est à la carte. Vous voyez, ça, c'est une relation qui est très, très importante, qu'on privilégie dans notre filière. Et puis, pour finir, une diapo pour répondre concrètement à la question, même si je l'ai un peu fait précédemment. Alors, qu'attendent des filières maladies rares ? Ben, déjà, une communication concertée, que ce soit au sein de la filière. Nous, les informations qu'on envoie via notre newsletter, qu'on met sur notre site internet, qu'on passe sur les réseaux sociaux, tout ça, ça a été vérifié, tout ça, c'est mis en lien avec d'autres filières, avec les associations, avec les centres de référence. Ça, donc, à l'intérieur de la filière, c'est pour ça que je vous ai mis intra, et interfilière, puisqu'en fait, on fait un énorme travail avec toutes les autres filières. Parce qu'à chaque fois, on se rend compte qu'entre nous, on fait des choses, mais on refait les choses que les autres filières font, puisqu'il y a des sujets qui sont transversaux. L'éducation thérapeutique, la transition maladie rare, c'est pour ça qu'on parlait d'EMA tout à l'heure. EMA, qui est basée à Neurosoins, mais finalement travaille pour toutes les filières maladies rares. Ça, c'est très important, et ça prend de plus en plus de place dans notre activité. Au début, on était un petit peu dans notre coin, sur nos pathologies, et puis petit à petit, moi j'ai énormément d'interactions avec les autres filières. Le docteur Crétol a des interactions avec les autres animateurs de filières. Voilà, l'information, elle passe toujours, on dialogue énormément. Ce que je vous disais tout à l'heure, une information claire et à jour, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, on est à jour, on essaie d'être à jour parce qu'on va au ministère souvent, mais même entre nous, souvent on a quelques jours, quelques semaines de retard sur des infos. Mais je pense qu'aujourd'hui, les filières, sur tout ce qui concerne les maladies rares d'un point de vue général, sont les plus à même d'être au courant. On a une vue d'ensemble sur tout le réseau, avec une prise de recul. On a une vue d'ensemble à la fois sur les réseaux de tous nos centres de référence. Donc, le centre de référence, c'est MAVEM, donc sur les malformations vertébromédulaires. Le centre de référence sur les malformations des voies urinaires, MARVU. Et puis MAREP, sur les malformations anorectales et pelviennes. Et nous, on a un recul là-dessus. Je ne vais pas dire que je connais le réseau par cœur. Il y a 87 centres de compétences, environ une dizaine de centres de référence. Mais voilà, je connais les noms, je sais à quel endroit est telle ou telle personne. On peut faire des liens comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. Alors ça, c'est important et ça vient du fait qu'on soit une équipe dédiée. La réactivité et une certaine souplesse dans notre activité par rapport au centre de référence. Moi, je suis à 100% sur la filière, je ne fais que de la coordination. Le docteur Crétol, par exemple, elle a des consultations, elle fait plein de choses à côté, et quand on la sollicite, oui, elle n'est pas forcément toujours disponible, et à raison. Nous, on est disponible à 100% tout le temps, donc on peut nous écrire, on ne fait que ça, c'est notre travail. Donc ça, c'est une grande chance, je pense. Et puis une certaine souplesse aussi dans ce qu'on peut faciliter pour l'organisation, ça fait un lien avec ce que j'ai mis en dessous. On peut apporter une aide méthodologique et logistique à la coordination pour les centres. Je pense par exemple à la journée qu'on a organisée cet été avec monsieur Audan de Tours, qui est chirurgien orthopédique, pédiatre. C'était compliqué pour lui, il débutait, les transports je fais comment, le buffet je fais comment, mon programme. Tout ça on le fait, nous on a du temps et on peut appuyer les médecins. C'est un exemple parmi d'autres, on fait des cartes d'urgence, on fait des documentations, on les envoie, enfin voilà. Et puis au niveau du recours, donc de la prise en charge des patients, qu'est-ce que vous pouvez attendre aujourd'hui d'un CRMR ? Vous pouvez attendre de lui une expertise, c'est-à-dire que votre CRMR de référence produise des guidelines, voilà, des choses qui font foi.
pouvez attendre de votre CRMR qu'il homogénise les pratiques entre les différents centres de compétences. Ah bah à tel endroit, ils m'ont pas du tout dit ça, la prise en charge elle n'est pas du tout la même, je comprends rien. Ça vous pouvez faire remonter à votre CRMR. Et les RCP, qui sont les réunions de coordination pluridisciplinaire, de concertation pluridisciplinaire, en sont un bon exemple. Nous, dans la filière, depuis quelques mois, on met ça en place. On demande aux médecins, sur le plan national, de dialoguer entre eux via un outil sécurisé. Ils se voient par visioconférence et ils se parlent. Bah oui, moi j'ai tel cas à Marseille, c'est très compliqué. Là, comment vous faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez exiger de votre CRMR, puisque c'est une des missions obligatoires qu'ils doivent remplir. Évidemment, vous pouvez attendre d'un CRMR une qualité de prise en charge, voilà, avec un parcours de soins coordonné, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont mises en place fréquemment, avec vous ne prenez pas des rendez-vous comme ça, un peu partout, étalés sur 15 jours. Non, on vous organise un parcours de soins. Ça, vous pouvez l'attendre d'un centre de référence. Et puis, évidemment, vous pouvez attendre de lui qu'il soit à la pointe en termes de recherche dans les pathologies dont il s'occupe et qu'il coordonne le déploiement de la BNDMR, qui est la Banque nationale de données maladies rares, qui est un entrepôt de données de santé qui a été créé par le Plan national maladies rares numéro 2, qui a eu un peu de peine à se mettre en place, mais maintenant c'est bon, et qui doit être alimenté par les différents centres de référence et centres de compétences pour avoir enfin, puisqu'aujourd'hui en France, sur les maladies rares, on n'a pas de chiffres globaux, on ne sait pas. On extrapole, on dit 2-3 millions de personnes concernées, on dit 5-7 000 maladies rares, mais en fait on ne sait pas vraiment. Et ça, c'est très très important d'avoir des chiffres et donc d'alimenter cette BNDMR. Et puis voilà, c'est un cercle vertueux, vous pouvez attendre de votre CRMR et qui vous qui vous fasse remonter les informations qu'ils ont de la part des filières. Tout ça, voilà, et tout ça nous permet d'essayer de se coordonner au mieux et de laisser le moins de personnes à côté de l'information. Voilà, merci.